Eh bien, nous avons Xavier Poussard maintenant, Becoming Brigitte, la lettre de Xavier Poussard aussi. Bonjour mon cher Xavier, bienvenue dans cette matinale. Bonjour Nicolas, bonjour aux auditeurs de Géopolitique Profonde. Est-ce qu'on m'entend bien? Moi, je vous entends très bien. Hein. Pas de Après, problème technique. Bon, il n'y a pas de problème technique. Il peut y avoir de temps en temps des problèmes YouTube qui nous sont imputés à tort. Mais là, pour moi, tout va bien. Tous les paramètres sont 5 sur 5, comme on dit. Voilà, tout va bien. Xavier, de nombreux sujets sur lesquels j'aimerais que l'on puisse aborder. Le thème de cette matinale, c'est, je dirais, la censure sur les réseaux sociaux, le label média officiel, le référé 48 heures pour lutter contre les entre guillemets fausses informations, cette espèce de resserrement presque totalitaire, si j'ose dire, en tout cas sur le plan de l'information, des dernières années Macron, comme s'il y avait chez cet être aujourd'hui très impopulaire, monsieur 11%, eh bien une fuite en avant par rapport à l'information, et Dieu sait comme c'est un sujet que vous connaissez pour y être justement soumis à cette limitation de la liberté d'expression en France aujourd'hui. oui, alors le dernier développement, c'est évidemment cette sortie d'Emmanuel Macron dans sa croisade contre la liberté d'expression et plus largement, en ce qui me concerne, la liberté d'information sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait, on est au point de bascule entre plusieurs systèmes d'information, c'est-à-dire qu'on avait un système d'information classique qui est en train d'être remplacé par un autre système d'information, et le vieux système, ne voulant pas mourir, légifère pour limiter les nouveaux canaux d'information. Cette étape n'étant qu'une étape intermédiaire, puisqu'on voit très bien que les réseaux sociaux sont déjà limités selon les pays. L'exemple le plus connu, c'est la version de TikTok en Chine, qui n'était pas la même que le TikTok à l'international. Le TikTok à l'international étant défini comme abrutissant, alors qu'en Chine, ce sont des exercices de mathématiques. Donc on va vers des régulations des réseaux sociaux. Alors Emmanuel Macron, lui, mêle ça effectivement à une affaire personnelle, qui est l'affaire Brigitte, et qui a encore rebondi à la faveur d'un tweet de Candace Owen, qui a donc fait 40 millions de vues, donc qui a fait le tour de la planète, le samedi 22 novembre 2025, expliquant que, selon des sources françaises, les autorités françaises, de concert avec les Israéliens, seraient impliquées dans l'assassinat de Charlie Kirk et projetteraient de l'assassiner ainsi que de m'assassiner moi. Alors d'abord, j'ai été... alors, elle m'avait, pour être tout à fait franc, Candace Owens m'avait transmis des informations qui étaient extrêmement précises. Oui. Alors, cela dit, bon, c'est à elle de les communiquer. Je ne suis pas du tout à l'origine de ces informations, contrairement à ce que j'ai pu lire. Alors, c'est pour ça que j'aimerais juste simplement l'analyser comme si j'étais un acteur extérieur. C'est-à-dire que d'abord, ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas simple voilà, quand on est normalement ciblé, tout comme voilà. Candace Owens. Alors, en tout cas, cité dans le tweet. Alors, si j'étais un acteur extérieur, je dirais, bon, il y a plusieurs possibilités. Soit Candace Owens est devenue folle, soit il y a autre chose. C'est-à-dire que soit elle est devenue folle et elle fait une crise de paranoïa, soit il y a autre chose. Or, Candace Owens est intégrée dans un écosystème social et informationnel. Qu'est-ce que j'entends par écosystème social et informationnel? Par exemple, Anne Sinclair, du temps où elle présentait 7 sur 7, était intégrée dans un écosystème social, politique et informationnel. De même aujourd'hui, Léa Salamé
épouse de Raphaël Glucksmann, présentatrice du journal de France 2 et fille de Gassam Salamé, et s'inscrit dans un écosystème social, politique et informationnel. De même pour Anne Lapix, de même par exemple pour Caroline Roux, qui est l'épouse de Laurent Soli, le patron de Meta en France. Voilà, donc Candace Owens, c'est ça, puisque son époux, c'est connu, George Farmer, est issu d'une importante famille britannique qui est notamment été très impliquée dans ce qu'on appelle le Brexit. Donc en fait, les Farmer, le couple power couple, comme on dit, le couple de pouvoir que forment Candace Owens et George Farmer, s'inscrit dans un univers social, politique et informationnel qui est à cheval entre le Trumpisme, une certaine branche du Trumpisme. Alors, il faudrait savoir laquelle et si cette branche est encore en cours, et le Brexit. D'abord, relativement à Charlie Kirk, elle était très proche de Charlie Kirk. Ensuite, une fois qu'on a défini, si on veut, son intégration dans ce système social, politique et informationnel, on peut voir aussi la portée du tweet. C'est-à-dire, est-ce que le tweet va être ridiculisé? Qui va le relayer? Et à quel niveau? C'est ça. Or, on observe avec insistance deux retweets de poids, c'est-à-dire Pavel Durov, qui est le patron de Telegram, et Michael Flynn, qui est un militaire américain, qui a été directeur du renseignement militaire de Barack Obama et qui a été conseiller à la sécurité nationale, c'est-à-dire le poste le plus important du renseignement américain qui est aujourd'hui copié en France sur le coordinateur national au renseignement. La France essaie de copier avec le coordinateur national au renseignement, mais bon, qui est un poste très important et qui avait dû démissionner à la suite de la chasse aux sorcières anti-russe. Donc, soit Candace Owens est folle, mais alors si Candace Owens est folle, ça veut dire que Pavel Durov, le patron de Telegram, est aussi devenu fou. C'est ça, puisqu'il en qualifié les informations de Candace Owens de plausibles. Et Michael Flynn a d'abord tweeté mais qu'est-ce qui se passe ensuite, et puis a expliqué qu'il y avait du vrai là-dedans. Alors, ce qui a beaucoup intrigué en France, c'est l'histoire du. Alors bon, d'abord, je passe sur les réflexions de mauvaise foi qui en fait sont dues à des mauvaises traductions de Grok ou Charlie Kirk qui a été traduit par Charlie Hebdo puisqu'il avait juste écrit Charlie et donc c'était traduit par Charlie Hebdo, ou GIGN qui a été traduit par Gendarmerie du Canada qui sont des de Grok. Donc je passe sur les accusations de mauvaise foi. Mais si je voyais ça de l'extérieur, je me dirais simplement Pavel Durov est le patron de Telegram. Le Telegram est la messagerie utilisée par Emmanuel Macron depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des énormes problèmes de sécurité au niveau des communications d'Emmanuel Macron depuis 10 ans, puisqu'en fait, il y a des procédures, des protocoles pour avoir des échanges sécurisés qui ne sont pas respectés par la présidence de la République, puisque ces protocoles sont trop lourds et d'innombrables sources, d'innombrables articles racontent qu'Emmanuel Macron communique essentiellement via la messagerie cryptée Telegram et via sa boîte Gmail qui est sur son téléphone portable. D'un autre côté, on voit Michael Flynn, donc ancien directeur du renseignement militaire, ancien conseiller de sécurité nationale. Or, on sait depuis 10 ans et l'affaire Snowden que la présidence de la République est écoutée par la NSA. Donc, si je suis de l'extérieur, cette affaire, je me dis, bon, l'histoire de la source française me semble bizarre, parce que pour le coup, ça peut être vraiment une intoxication, et on voit pas comment des hauts responsables du renseignement américain pourraient se laisser avoir, ou en tout cas relayer quelque chose qui est si susceptible d'être une intoxication. La piste intéressante devient donc la piste des interceptions. De par la personnalité et le poste stratégique occupé par Pavel Durov et de par la position occupée par Michael Flynn, qui est un des plus proches de Donald Trump. Voilà. Donc ensuite,
il y a donc ensuite j'ai pas à dire vrai, Candace Owens m'a fourni des informations, des comptes en banque, il y a des noms, il y a des choses. Je ne me prononce pas dessus. De toute façon, on est sur le bon. À dire vrai, je me sens pas réellement menacé. À dire vrai, ce qui est pénible actuellement est plutôt du sabotage, je dirais, quant à mon activité, c'est-à-dire des sabotages sur des fermetures de comptes en banque, etc., etc. Enfin, voilà, donc on est plutôt sur du sabotage, c'est plutôt ce que je ressens, voilà. Oui, Je ne me évidemment. sens pas particulièrement menacé. Alors, ce que je dis juste, c'est que oui, l'information, ou en tout cas le poste de Candace Owens semble complètement incroyable. Je précise simplement que depuis le début de cette affaire, à chaque fois, on a été face à la même situation. C'est-à-dire que je rappelle que la première fois qu'un débunker est arrivé dans l'affaire, c'était fin 2021, début 2022. C'était un journaliste de Blast, le média de Denis Robert, et l'affaire venait de connaître sa première phase de médiatisation massive après la fameuse vidéo de Natacha Ray chez sa voyante. Vidéo de Natacha Ray chez sa voyante qui est présentée comme étant à l'origine de l'affaire par les médias. Parce que effectivement, si le début de l'affaire c'est une vidéo de Natacha Ray chez sa voyante, il n'y a pas d'affaire. Ce à quoi je dis non. Le début de l'affaire, c'est la garde à vue totalement abusive de Natacha Ray à l'été 2021. Et moi, dès le début, je couvre cette garde à vue. Et donc, le premier débunker qui arrive dans l'affaire, Blast, va essayer d'établir qu'il n'y a pas eu de garde à vue. C'est-à-dire, en gros, de dire, Xavier Poussard s'est fait avoir par une mythomane, Natacha Ray, il n'y a même pas eu de garde à vue, donc l'affaire s'écroule. Or, il va établir que cette garde à vue a bien eu lieu, et ensuite, une journaliste mainstream, Emmanuelle Anison, qui rentre dans le dossier, va découvrir que cette première garde à vue non seulement a eu lieu, mais en plus a été pilotée dès le début par l'Élysée. Donc, voilà. Donc déjà, depuis le début, on est sur ce genre de configuration. Pourquoi l'Élysée aurait piloté la garde à vue d'une nana qui, sur son compte Facebook, accusait Brigitte Macron d'être son frère? Enfin, on est sur quelque chose qui n'a pas de sens. Et le dernier épisode, donc des épisodes comme ça, il y en a des dizaines. Et le dernier épisode en date, je le rappelle, donc fin février, Emmanuel Macron se rend à la Maison Blanche dans le cadre des négociations sur l'Ukraine. Oui. Je reçois un coup de fil de Candace Owens dans la soirée et qui m'appelle et qui me dit écoute, je vais devoir arrêter Becoming Brigitte. Ah, je lui dis bah oui, pourquoi? Elle me dit bah écoute, j'ai reçu un coup de fil de la Maison Blanche, ça a été dealé avec Macron, il n'interviendra pas, ne bloquera pas les négociations sur l'Ukraine en échange de l'arrêt de la médiatisation de Becoming Brigitte. Elle me dit bon, le raconte pas. Je lui dis bah, de toute façon, je pourrais pas le raconter parce que si je le racontais, on me prendrait pour un fou. C'est clair. On me prendrait pour un fou. Donc je lui dis bon, de toute façon, on me prendrait pour un dingue. Donc le lendemain, les livres sont retirés d'Amazon. Moi, je rappelle, je dis tiens, mes livres sont retirés d'Amazon. Ah mais non, mais ça c'est pas dans le deal. Et puis les livres sont remis sur Amazon. Et puis ensuite, finalement, le deal entre guillemets capote, puisque visiblement il y a eu une mésentente sur le contour de qu'est-ce que voulait dire médiatisation. C'est-à-dire que Trump avait compris médiatisation par ses podcasteurs. Or, Emmanuel Macron avait compris, avait intégré dans le package Amazon. Donc en juin, Candace Owens raconte l'épisode sur sa chaîne YouTube fin juin, où d'ailleurs Charlie Kirk est l'intermédiaire sur ce dossier entre elle et la Maison Blanche. Donc d'abord c'est un coup de téléphone de Charlie Kirk, ensuite il y a d'autres appels, et puis à la fin Donald Trump appelle directement Candace Owens. Candace Owens le raconte le 30 juin sur sa chaîne YouTube. Je relais sur X toutes les réactions. Xavier Poussard a pété un câble, Candace Owens a pété un câble, enfin cette pauvre fille, etc., etc. Entre-temps, les Macron portent plainte, est embauché un cabinet de barbouzes issus du FBI et qui ont été
plus ou moins, qui sont sortis du FBI après l'arrivée des Républicains, puisqu'ils étaient liés aux démocrates, et donc ce cabinet de barbouzes issu du FBI, qui est présidé par un monsieur qui s'appelle Dan Nardello, est chargé d'enquêter sur moi et sur Candace Owens. Donc, qu'est-ce qui se passe? On arrive en octobre, il y a le procès de Zoé Sagan, et un journaliste du Monde décide de couvrir l'affaire. Et donc, il va voir Dan Nardello au Lutetia, il le rencontre, et il lui dit, mais cette affaire de Macron qui est allé en parler à la Maison Blanche pour demander qu'on arrête de médiatiser Becoming Brigitte, c'est des connes. Dan Nardello lui dit non, c'est bien la preuve qu'on a tout tenté. Et donc cette étape-là qui paraît incroyable, c'est-à-dire Emmanuel Macron allant demander à Trump l'arrêt de la médiatisation de Becoming Brigitte en échange d'une attitude, enfin je dirais de ne pas intervenir dans les négociations sur l'Ukraine, de ne pas interférer entre les équipes américaines et les équipes russes, parce que d'ailleurs on en aurait tellement les moyens, c'est plus qu'un pouvoir de nuisance, mais est-ce qu'on aura, mais en tout cas il le demande en échange de l'arrêt de la médiatisation de Becoming Brigitte. Donc en fait on est à un niveau de fuite en avant. Donc moi je ne dis pas aux gens croyez ce que dit Candace Owens les yeux fermés, ne le croyez pas. Je dis simplement, 1, elle n'est pas devenue folle, 2, elle n'est pas isolée, et 3, toutes les étapes précédentes de la fuite en avant des Macron, puisque ce n'est pas celui qui pointe la folie qui est fou. Hein, c'est le proverbe chinois. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Faudrait quand même pas regarder le doigt. Voilà, donc on est à l'énième étape, et d'ailleurs ça devient pénible en fait, parce qu'en fait on se dit c'est une torture en fait, y compris pour les Français, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'une fin de mandat qui s'éternise, qui n'en finit pas, qui est dans la fuite en avant. Alors Emmanuel Macron nous explique que les histoires qui touchent sa femme le minent de l'intérieur, mais la France est minée de l'intérieur par les mandats d'Emmanuel Macron. Voilà, donc à un moment donné, soit on est clair, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai posté sur X. Alors sur X, j'ai quand même donné quelques informations. J'invite à consulter mon compte X. J'ai quand même noté que la seule agence de presse occidentale qui avait fait une dépêche factuelle sur le tweet de Candace Owens et sa reprise par Pavel Durov était l'ANSA, c'est-à-dire l'agence de presse italienne, c'est-à-dire l'équivalent de l'AFP. Et je note que ni l'AFP, ni Reuters, ni Associated Press sont capables de faire une dépêche factuelle sur un fait d'actualité. Voilà, vraiment purement factuel. C'est un modèle de dépêche qui pourrait être montré en école de journalisme. Je note aussi que Emmanuel Macron explique être miné de l'intérieur. Or, il a menti sur sa propre histoire. Toute sa propre histoire telle qu'il l'a racontée était intégralement mensonger. Ensuite, il n'a pas poursuivi Becoming Brigitte. Devenir Brigitte, mon livre, n'est jamais poursuivi pour diffamation. Or, c'était pas tellement compliqué. Les Poussard poursuivis pour diffamation. Ensuite, il y a un procès. On s'explique sur le fond du dossier. Vous fournissez des pièces. Moi, je montre mes pièces, etc. Non, il a militarisé le dossier dès le début. Encore une étape à laquelle les gens ne croyaient pas. C'est-à-dire d'avoir recruté Patrice Faure, un ancien de la DGSE, qui était jusque-là devenu préfet, chargé de la Nouvelle-Calédonie, recruté comme directeur de cabinet à l'Élysée pour s'occuper de Jean-Michel Trogneux. Donc moi, quand je disais ça, on me prenait pour un dingue. Alors pareil, donc déjà c'était sorti dans Le Monde, mais même quand c'est sorti dans Le Monde, les gens vous prennent pour un fou. Et puis un autre journaliste du Monde est allé vérifier et il dit bien oui, il a organisé les poursuites, avisé, supervisé les assignations. Donc on est sur un détournement total des moyens de la République. Donc il y a une militarisation du dossier. Ensuite, s'il s'agit d'enquêter sur Candace Owens et Xavier Poussard, on a à la limite des services secrets pour ça. À la limite, pour le coup, on a des services secrets. Pourquoi faire appel à des sociétés privées américaines, ce qui pose d'énormes questions sur en matière de sécurité et d'information relative à la présidence de la République. Enfin, tout ça est absolument n'importe quoi depuis le début. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe est en fait la suite du volet américain de l'affaire Brigitte, de l'affaire Macron, qui intervient dans un contexte plus large, qui est aussi le contexte du dénouement de la crise ukrainienne, de la guerre en Ukraine.
On voit la présidence ukrainienne qui a sauté ces derniers jours avec le départ d'Andrei Yermak dans une affaire de corruption, alors que c'était bien l'acteur clé. Et on voit ce poste de Candace Owens qui intervient à ce moment-là et qui crée un effet déstabilisateur. Donc, on arrive à la fin d'une crise où, si vous voulez, dans une phase de négociation, Vladimir Poutine a intérêt à garder Zelensky et Trump a intérêt à garder Macron. Puisqu'en fait, vous connaissez votre adversaire ou votre faux allié, ou puisqu'en fait, tout est front renversé. Bien sûr. Voilà. Donc Zelensky et Macron étant censés être les alliés de Trump, mais ne l'étant plus, etc. Donc au moins ils sont connus. Donc en fait, maintenant que on va vers un dégel, est-ce que on n'est pas au début d'un processus d'achèvement de la désintégration de la présidence Macron, voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser et se garder effectivement de réactions émotionnelles, de voir simplement factuellement. La question n'est pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. On est évidemment face à des opérations de part et d'autre qui nous dépassent. On voit la tentative d'Emmanuel Macron de récupérer ça pour censurer les réseaux sociaux, mais est-ce que cet élément-là est central dans le processus de censure des réseaux sociaux? Ça pourrait être ça, comme ça aurait pu être autre chose. Si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Donc c'est un prétexte. Donc voilà à peu près où en est la situation, avec un procès aux États-Unis, puisque le volet américain, c'est effectivement, il y a plusieurs, en plus aux États-Unis, l'actualité s'est cristallisée autour de l'assassinat de Charlie Kirk en septembre. C'est-à-dire que ça occupe beaucoup l'actualité américaine avec l'affaire Epstein. Et dans les deux cas, l'implication d'Israël, alors pour l'affaire Epstein, est de plus en plus documentée, et puis l'implication d'Israël se documente aussi du côté de l'assassinat de Charlie Kirk, puisque donc là, à l'instant T, si on veut, Candace Owens est sur la piste, je dirais, d'une opération franco-israélienne. D'ailleurs, Candace Owens n'est pas isolée du tout là-dessus, puisqu'elle est soutenue par Tucker Carlson à l'intérieur d'un écosystème informationnel qui est très peu compris en France et que je comparerais aux Russes sur Telegram. C'est-à-dire les influenceurs en Russie sont beaucoup sur Telegram et sont souvent des opposants à Poutine. Et quand on regarde bien, en fait, ils sont opposants à Poutine dans le sens où ils trouvent que Poutine ne va pas assez loin. Et donc, du coup, l'opposition à Poutine en Russie, ce ne sont que des groupes ou des individus qui font passer aux yeux de l'Occident Poutine pour un modéré. Et donc, en fait, ce qu'on observe au niveau de cet écosystème MAGA, avec des clashs qui sont parfois mis en scène, il y a des vraies luttes et il y a quelquefois des mises en scène, c'est-à-dire dans le cas typique de Nick Fuentes, on voit bien que Nick Fuentes va insulter Candace Owens puis va ensuite passer sur sa chaîne. On voit bien que Nick Fuentes va ensuite insulter ou critiquer vivement Tucker Carlson puis ensuite être invité sur sa chaîne, avec une vraie opposition qui est incarnée par Shapiro et qui sont en fait les sionistes. C'est-à-dire que la bataille aux États-Unis se déroule sur la question du sionisme et du soutien inconditionnel à Israël. C'est ça qui est central aujourd'hui dans le débat public aux États-Unis, et la sphère MAGA occupant tout l'espace informationnel et invisibilisant les démocrates, avec quelquefois des effets, je dirais, de billard à trois bandes. C'est-à-dire que, par exemple, les MAGA demandent la publication des dossiers Epstein, et qui finalement va voter cette publication étant convaincu que Trump est impliqué à 100% et pourrait tomber grâce à l'affaire Epstein, ce sont les démocrates qui vont voter la loi de publication des dossiers Epstein à la Chambre. Donc en fait, on est peut-être sur un piège. Moi, j'ai étudié personnellement beaucoup l'affaire Epstein, et
en vérité, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est dit? On nous dit Trump a fréquenté Epstein. Oui. Trump savait. Oui. Mais Trump, lui, se défend en disant qu'il avait renvoyé de Mar-a-Lago Epstein après avoir pris connaissance de ce qu'il avait fait. Je vais citer un livre qui est sorti en France du spécialiste du renseignement au journal Libération, Fabricio Calvi, qui est décédé aujourd'hui, et qui avait écrit un livre qui s'appelait Trump, un parrain à la Maison Blanche, et qui était un livre qui était là pour dézinguer Trump. Enfin, disons que Fabricio Calvi n'était pas trumpiste ni favorable à Trump. Et il écrit un chapitre sur les relations entre Trump et Jeffrey Epstein, et il arrive à la conclusion que et récupère des informations indiquant qu'en fait Jeffrey Epstein expliquait à qui voulait l'entendre que Trump l'avait balancé à la police de Palm Beach. Ensuite, on a des témoignages d'avocats des victimes qui, parce que vous avez toute une documentation, mais les victimes, elles savent pas de qui elles sont victimes. Si c'est Bill Gates ou Bill Clinton, il y a le côté vu à la télé. Mais si c'est le patron d'un fonds de pension de Wall Street ou un patron de la tech que personne ne connaît, il faut quelqu'un pour identifier les individus. Et les avocats des victimes ont dit oui, on a été accompagnés par Donald Trump. Donc si vous voulez, si vous dites oui, Trump a fréquenté Epstein, oui, Trump savait, c'est comme le type qui voit une petite vieille se faire agresser. Oui, il l'a vu se faire agresser, mais est-ce qu'il est allé à son secours ou il est allé aider le voleur à la dépouiller pour se servir lui aussi? Voilà. Donc en fait, je pense qu'il y a, comme souvent, et ce qui est très peu compris dans les stratégies informationnelles de Trump, disons que ça ne le dérange pas de se mettre dans le rouge momentanément dans des stratégies de publication d'informations sur le long terme. Je vais prendre un autre exemple. Donc, c'est-à-dire que là, en ce moment, aux yeux de la terre entière, Trump est au cœur de l'affaire Epstein et il refuse la publication des dossiers parce que ça pourrait le faire tomber. Voilà. Résultat des courses, la sphère MAGA devient sa seule opposition audible. Aujourd'hui, quelle est l'opposition à Donald Trump? C'est Tucker Carlson, c'est Candace Owens et d'autres, donc la sphère MAGA. Et qui va demander la publication des dossiers? Les démocrates. Donc on est sur voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et l'exemple que j'allais citer et qui étaye cette analyse, c'est l'exemple du disque dur d'Hunter Biden. Il faut se rappeler que à l'été 2019, Donald Trump appelle Volodymyr Zelensky et pour s'entretenir avec lui afin de récupérer des informations sur l'implication d'Hunter Biden, donc le fils de Joe Biden, son futur concurrent à l'élection, sur son implication dans Burisma, qui est une société énergétique ukrainienne, et il a des informations sur ce circuit de corruption. La discussion fuite le jour même dans le Washington Post. Donc l'attitude de Donald Trump n'est pas comment dirais-je, conforme à ce que doit faire un président américain. Donc, procédure d'impeachment. Or, c'est cette procédure d'impeachment qui va permettre de faire rentrer donc cette affaire dans la chaîne judiciaire et de permettre à terme la publication du disque dur d'Hunter Biden, puisque on connaît l'histoire. Alors en tout cas, c'est l'histoire qui nous est racontée, c'est-à-dire qu'on a le réparateur du disque dur. Hunter Biden l'a oublié chez le réparateur. Le réparateur est sympathisant républicain. Il voit à la télé que la procédure d'impeachment porte sur le matériel qu'il est en train de réparer et va le fournir à Rudy Giuliani et au New York Post juste avant l'élection de 2020. Donc, en tout cas, c'est l'histoire qui nous est racontée. Mais ce premier faux pas de Trump ou ce premier faux pas apparent permet en fait de faire l'effet d'une voiture bélier. Et est-ce que précisément dans le cas du tweet de Candace Owens, on n'est pas justement sur cette stratégie de voiture bélier? Et il me semble, parce que l'accusation expliquait que la France et Israël sont à la manœuvre d'une façon ou d'une autre derrière l'assassinat de Charlie Kirk, c'est
expliquer que ces États ont procédé à l'élimination d'un citoyen américain sur le sol américain. Oui. Donc c'est accuser la France et Israël de s'être rendus coupables d'une déclaration de guerre et de pratiquer du terrorisme d'État et d'être des États terroristes. C'est ça que ça implique. Oui. Donc on est dans la suite, effectivement. Donc c'est une affaire d'État. C'est-à-dire que c'est une affaire d'État qui poursuit une affaire d'État, puisque En tout cas, ce tweet mêle quelque chose qui serait à venir, qui est une commandite d'élimination de 2 personnes, et puis quelque chose qui a eu lieu. Donc il y a un mélange, il y a l'association des deux dans ce tweet. Voilà. En tout cas, il y a une pression, il y a une volonté de choc, puisqu'en fait, on a le côté, en fait, il y a le quantitatif et il y a le qualitatif, si vous voulez. Le quantitatif, c'est 43 millions de vues. 43 millions de vues, ça veut dire la planète entière. Et vous avez le quantitatif, Pavel Durov, Michael Flynn. Et ensuite, comment l'Élysée va réagir? Pour l'instant, l'Élysée n'a pas réagi. Alors, ensuite, juste une simple réflexion. Il y a une procédure aux États-Unis. Les Macron poursuivent Candace Owens pour diffamation. Donc, en fait, la diffamation aux États-Unis repose sur ce qu'on appelle l'actual malice. C'est-à-dire qu'on sait qu'on profère quelque chose de faux. Là, le tweet de Candace Owens, parce que la procédure, elle est évolutive aux États-Unis. C'est pas vous faites une assignation et les propos assignés, etc. Non, c'est évolutif. Le dossier peut s'épaissir. Donc, ce tweet-là, c'est-à-dire que si Candace Owens délire, comme le pensent certains, ou a été abusé, etc., etc., là, pour le coup, on rentre. Parce que si l'information est évidemment fausse, parce que c'est ça qu'on entend en France, l'information est évidemment fausse. C'est évidemment du délire. Alors à ce moment-là, si c'est évidemment du délire, on rentre dans le champ de l'actual malice. C'est-à-dire que Candace Owens sait qu'elle raconte n'importe quoi. Et donc, c'est bien la preuve que si elle a raconté n'importe quoi et qu'elle le savait là, sur l'assassinat de Charlie Kirk, en délirant, c'est bien la preuve qu'elle a déliré sur le reste. Donc, on fait tomber l'actuel malice, donc ce qui pourrait correspondre à l'excuse de bonne foi, et à ce moment-là, elle doit être condamnée. Mais à ce moment-là, ce sont des dizaines de millions de dollars que peuvent réclamer les Macron. Donc, est-ce que Candace Owens a décidé seule, un samedi matin, de se ruiner intégralement en publiant un message sur X? Voilà, c'est ça la question. Donc en fait, voilà. Donc en fait, ce que j'aimerais expliquer au-delà du, en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a autour en fait. Qu'est-ce qu'il y a autour et comment comprendre un fait d'actualité qui est encore, qui s'inscrit d'ailleurs dans une guerre informationnelle avec une montée en puissance du dossier. C'est-à-dire quand je dis que, c'est-à-dire qu'au début le dossier il est dans les pages de Closer et Paris Match. Aujourd'hui, quand vous prenez les acteurs du dossier, Pavel Durov, Michael Flynn, Dan Nardello du cabinet qui a été recruté pour enquêter sur nous. Et ça, c'est le Financial Times. Ça, c'est officiel. C'est pas un tweet. Bon, voilà, on est beaucoup. Aujourd'hui, le dossier, il est dans Intelligence Online. C'est-à-dire les acteurs du dossier aujourd'hui sont dans Intelligence Online, les revues de renseignement. Voilà, dans un contexte de réactivation des grands dossiers d'espionnage, de quelque chose qui rappelle l'ambiance de la guerre froide, même si c'est très différent, puisqu'on voit que en particulier sur le dossier ukrainien, il y a une alliance en fait objective entre Donald Trump et Vladimir Poutine, entre Russes et Américains. Donc voilà, c'est toute cette complexité-là qu'il faut voir. Alors après, la question, c'est pas est-ce que il n'y a pas de choses plus importantes, comme s'il y aurait pas d'autres sujets. Et là, à celui qui dit mais il n'y a pas d'autres sujets, on a envie de lui dire mais c'est pas toi qui décides quel est le sujet. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'autres sujets, Macron, enfin c'est Macron qui va à la Maison Blanche demander à Donald Trump qu'on arrête de médiatiser ça. C'est Donald Trump qui avait gardé par devers lui un dossier classifié concernant Emmanuel Macron. C'est les Macron qui ont recruté des barbouzes du FBI pour enquêter
sur Candace Owens et sur Xavier Poussard. Donc, à un moment donné, si vous voulez, à un niveau français, dans une mondialisation de l'information et à un niveau français, dans une phase d'effacement malheureusement de la France qui correspond au mandat d'Emmanuel Macron, ce n'est pas à nous de décider ce qui est important, ce qui est moins important. Est-ce vraiment important? En tout cas, c'est de première importance, visiblement, pour Emmanuel Macron, donc pour la présidence de la République française et pour la Maison-Blanche. Puisque dans le flot d'informations, on a aussi une correspondante à la Maison-Blanche pour un média conservateur qui est un peu une sorte de sous-Fox News qui s'appelle Newsmax, qui dit une source à la sécurité nationale de la Maison-Blanche confirme les informations de Candace Owens. Donc en fait, je veux dire, moi je vois la chose de l'extérieur presque, puisque de toute façon, bon, on m'a transmis des informations que qu'est-ce que je pourrais en faire? Et bon, il y a des noms, il y a des circuits financiers, etc. Est-ce que les Américains vont publier? À la limite, je suis plus, c'est plus ce volet de l'affaire, on n'est plus sur le volet français. C'est-à-dire ce volet de l'affaire à la fois me concerne, mais ne me concerne plus, je dirais directement. Voilà, donc j'espère avoir quand même répondu à ta question et aux interrogations qu'on a vues fleurir en France. Je signale aussi, je l'ai mis sur mon compte X, une émission du podcast d'Aude Lancelin avec Marc Andevelle. Donc là, ce qui est intéressant, puisque en fait, ce sont des journalistes de gauche. Aude Lancelin vient du Nouvel Observateur. Oui, tout à fait. Andevelle vient de Marianne. En fait, ils ont pour point commun quand même d'avoir rejoint d'une certaine façon les médias indépendants, puisqu'Aude Lancelin avait été débarqué du Nouvel Observateur au moment de Nuit debout, il me semble à l'époque où Alain Finkielkraut était allé à Nuit debout et il s'était avéré qu'il était persona non grata et Aude Lancelin étant la compagne de Frédéric Lordon qui était derrière Nuit debout, il y avait une espèce de cabale contre Aude Lancelin qui du coup s'est retrouvé sur Internet et puis avec Marc Andevelde qui lui a fait le choix en fait des médias indépendants récemment puisqu'il était à Marianne, puis il avait rejoint la Tribune. Puis en fait, comme tous les oligarques sont liés étroitement au pouvoir macroniste, que ce soit Kretinsky et puis Roland Sadet, il a fait le choix effectivement de l'indépendance. Mais enfin, ce sont des journalistes qui ne me sont pas favorables du tout et qui eux sont sur une analyse très simple, c'est-à-dire que y a un énorme problème sur le coup présidentiel, sur l'image de la France dans le monde, c'est-à-dire une dégradation mal évaluée de l'image de la France dans le monde par la présidence Macron et en particulier par la gestion de l'affaire Brigitte. Hein, quand on dit mal évalué, c'est aussi les retours qu'on a d'Afrique, c'est-à-dire la perte d'influence de la France en Afrique je dirais l'affaire Brigitte comme goutte qui a fait déborder le vase. C'est évidemment pas l'affaire Brigitte qui a rempli le tonneau, mais c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Donc il faut être lucide dans l'analyse, ne pas être émotionnel, ne pas analyser sur le plan affectif. Éviter l'émotionnel, l'affectif et être simplement factuel, regarder en se disant qu'il y a des choses qui visiblement nous dépassent et préparer déjà l'avenir, puisque l'avenir c'est comment redresser, comment sauver, comment faire repartir la France, quoi. C'est ça la question qui va se poser dans un contexte qui peut être un contexte d'effondrement conjoint de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un point de bascule. C'est-à-dire soit Macron réussit son pari, qui est le pari euro-mondialiste, si on veut, dont il prend la guerre contre la Russie, parce que c'est ça, c'est crise de la dette, guerre contre la Russie. C'est ça. On voit bien que ce projet a quand même du plomb dans l'aile, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, Macron est encore là sur toutes les télés. Vous allumez la télé le matin, on va être en guerre contre les Russes. Vous allumez LCI, on est sur une propagande de guerre. Donc la bête n'a pas été tuée. Ou alors on va sur un projet de nouvelle architecture
de sécurité, ce à quoi travaillent visiblement ou essayent de travailler les Russes et les Américains, hein, et avec un effondrement possible de l'Union européenne et de l'OTAN, avec effectivement là pour le coup les idées souverainistes qui reprennent, qui ont tout leur sens, etc., portés par Florian Philippot, Asselineau, etc. Et on voit bien toutes ces idées-là, qui sont pas d'ailleurs des idées, qui sont en fait des mesures de bon sens, qui sont en train de percer, y compris d'ailleurs sur les chaînes Bolloré, puisqu'on voit que l'émission principale sur le groupe de médias Bolloré, auquel on peut reprocher beaucoup de choses, mais c'est devenu l'émission de Philippe de Villiers, ce n'est plus Éric Zemmour. Ça veut dire qu'on est quand même sur comment dirais-je, une éditorialisation de l'actualité par Philippe de Villiers qui repose sur les piliers du catholicisme et du souverainisme. Hein, c'est ces deux piliers traditionnels à Philippe de Villiers, même si on peut lui reprocher ses prises de position qui sont inhérentes à ces news sur le conflit israélo-palestinien. Oui. Voilà, mais on voit bien, en tout cas, c'est ça qu'incarne aujourd'hui le succès de l'émission de Philippe de Villiers, le succès de Florian Philippot, et on voit que c'est vers ça qu'on va. Donc il faut raison garder, être calme avec effectivement. Ce qui est inquiétant, c'est effectivement la fuite en avant du macronisme au stade terminal. Hein, là, c'est en fait la comparaison, c'est ce que dit Marc Andevelde dans son justement l'interview avec Aude Ancelin. Il y a ce penchant à quelque chose de plus en plus autoritaire chez Macron. Voilà, c'est ça. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant chez Marc Andevelde, c'est qu'il explique qu'avant même la médiatisation massive sur les réseaux sociaux, la rumeur a déjà conquis les dîners en ville, a déjà conquis les milieux diplomatiques. C'est ce qu'il dit, ouais. Mais quand je le disais, on me disait, mais Poussard a pété les grands patrons parlent déjà de ça. Sylvie Baumel, qui est la biographe officielle de Brigitte, l'a déclaré sur BFM TV, qui est un grand patron d'une entreprise cotée, donc du CAC 40, lui avait dit mordicus que Brigitte a ce qu'on appelle un secret de polichinelle. Il n'y a pas besoin de se rendre malade sur un secret de polichinelle. Ah, mais est-ce qu'on a les preuves que Dominique Strauss-Kahn est un prédateur sexuel? Ben non, on n'a pas. Ça s'appelle un secret de polichinelle. Donc ça suffit. Donc d'une part, et dans cette phase une fuite en avant qui ressemble en fait au film La Chute, la caricature d'Adolf Hitler dans le bunker où à l'époque on faisait beaucoup de mèmes. Alors ce mème est un peu passé de mode, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs Emmanuel Macron là sur les images de la réunion publique où il explique qu'il est miné. Enfin, il y a vraiment la tête du type qui est complètement assiégé avec des signaux, ce que je disais venant d'Ukraine, sur ce qui est arrivé à Andrei Yermak, puisqu'en fait Yermak c'est la pièce centrale du dispositif de gouvernement ukrainien, étant entendu que, comme en France, Zelensky est issu de l'atelier théâtre, puisqu'en fait sa formation c'est d'avoir joué le président dans une série qui était produite par une société dont était un des responsables, Andrei Yermak, et montée avec des sous qui venaient du groupe de presse en Europe de l'Est, du groupe de médias, du consortium médiatique en Europe de l'Est, de Ronald Lauder, qui est le président du Congrès juif mondial. Hein, donc en fait, on retrouve en fait exactement la même chaîne de commandement en Ukraine et en France. C'est-à-dire le Congrès juif mondial, la société de production et en dessous l'atelier théâtre. Et donc en fait la question c'est si parce qu'en fait visiblement il y a un règlement de compte derrière l'affaire Yermak, il y a un règlement de compte entre Kolomovski, c'est-à-dire qui est un mafieux, c'est la mafia juive de Dnipro en fait, qui avait été soutenu par Ronald Lauder pour investir, pour passer en fait des hydrocarbures aux médiatiques en investissant dans ce groupe de médias qui avait porté Zelensky au pouvoir. Et donc en fait, Kolomovski est tombé il y a 1 an et demi, 2 ans, et aujourd'hui, visiblement, il vient de balancer Yermak. Donc en fait, on a cette implosion
du pouvoir en Ukraine. Et à Paris, où le macronisme repose sur ce qu'Olivier Marleix avait appelé le pacte de corruption. Le pacte de corruption. Donc on a David de Rothschild, président du board du Congrès juif mondial. Le président, c'est Ronald Lauder. Là, c'est président du board. Vous avez le pacte de corruption. Vous avez Brigitte, c'est-à-dire le producteur de l'atelier théâtre, et puis l'élève de l'atelier théâtre, Macron. Donc vous avez des chaînes des chaînes qui sont exactement parallèles, même si elles sont sur des réalités très différentes. Il est évident que la réalité parisienne n'est pas la réalité kievienne. Voilà. Et d'ailleurs, sur le pacte de corruption, on revient, puisqu'aujourd'hui on dit oui, il y a une relation transatlantique qui est pourrie, etc. Mais l'influence des États-Unis dans le parcours d'Emmanuel Macron remonte au moins au pacte de corruption, puisqu'on a les mails de Jack Sullivan, qui ensuite deviendra conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, qui dès 2012 explique qu'Emmanuel Macron deviendra ministre de l'économie. Et puis ensuite, on voit le rôle central d'Emmanuel Macron dans l'affaire Alstom. Donc on voit la question du chantage. D'ailleurs, dans l'article du Monde que j'ai diffusé sur X, où on valide qu'Emmanuel Macron est allé à Washington demander à ce qu'on arrête de parler de Brigitte, il est bien dit le mot chantage si l'Élysée a bien nié un chantage. Donc c'est-à-dire que l'Élysée en est à nier l'idée d'un chantage des États-Unis sur la présidence de la République française. Une négation d'ailleurs en se refusant à tout commentaire, comme on dit, avec d'autres chantages, avec le chantage algérien. On le voit à la faveur de l'affaire Boualem-Sansal, où la veille de la libération de Boualem-Sansal, la Grande Mosquée de Paris, qui est l'ambassade d'Algérie bis à Paris, publie un communiqué de soutien à Brigitte Macron et à Iman Khelif, le boxeur algérien qui est dans la transidentité, qui avait fait la chronique au moment des Jeux Olympiques. Donc la Grande Mosquée de Paris, la veille de la libération de Boualem-Sansal, c'est-à-dire quand en fait ils peuvent plus rien faire, puisqu'en fait c'est l'Allemagne et l'Italie qui sont intervenus dans un contexte de dégradation des relations où l'Algérie perd la relation russo-algérienne se détériore par rapport à ce qui va se passer au Sahel, etc. Donc il y a un contexte, là encore, un contexte global dans lequel ce dossier, qui n'est pas central, certes, il y a des dossiers plus importants, mais dans lequel ce dossier va encore venir s'immiscer en marge. Voilà, donc c'est cette analyse qu'il faut faire, et la faire, je le dis encore une fois, de façon dépassionnée. Ouais, de façon dépassionnée. Il y a, en tout cas, pour revenir sur Macron et son penchant à l'autoritarisme, il y a même eu une information, la sortie dernièrement, comme quoi tous les jours à 19h, il recevait une enveloppe rouge avec l'ensemble des éléments de la DGSE et qu'il agissait en conséquence et donnait un certain nombre d'ordres et de consignes. C'est-à-dire quand même que le personnage semble particulièrement intéressé en plus par toutes ces opérations clandestines, secrètes, ce qui met encore de l'eau au moulin d'ailleurs du sujet du tweet de Candace Owen. Ça, c'est aussi un classique de l'exercice du pouvoir dans la Ve République. Parce que la Ve République est une constitution qui a été créée à la suite d'une importante crise de régime, crise de la Quatrième République, dans le contexte de la guerre d'Algérie. Donc c'est un régime qui a été créé pour être militarisé de fait, avec en fait l'élection d'un dictateur pour 7 ans d'abord, et puis on est passé à 5 ans. Mais avec une légitimité politique, c'est ce que Andevelde dit d'ailleurs aussi de Macron, en disant donc là, le problème de Macron, c'est qu'il c'est-à-dire que cette constitution qui est taillée sur mesure pour le général de Gaulle, ça peut avoir encore de la gueule, même si ça peut poser question, mais ça peut avoir de la gueule avec le général de Gaulle. C'est ce que Mitterrand avait appelé le coup d'État permanent. Mais si vous voulez, quand ça se dégrade, d'abord avec Nicolas Sarkozy, puis avec François Hollande, puis ensuite avec Emmanuel Macron, en fait, vous êtes sur parce qu'en fait, vous avez cette démocratie qui reste la démocratie occidentale, où en fait, il y a une surimportance de ce que j'appelle le médiatico-judiciaire.
Et donc, en fait, vous êtes soumis au médiatico-judiciaire. Et en même temps, vous avez tous les leviers de pouvoir. Et donc, la tentation dans l'exercice du pouvoir dans la Ve République, c'est en fait un repli sur l'Élysée et de ne plus s'appuyer que sur les services et sur les militaires, puisque ce sont les seuls qui obéissent. C'est ce qu'on disait de Jacques Chirac. On disait de Jacques Chirac qu'il était fana mili. Mitterrand a eu la même chose. François Hollande, lui aussi. Bon, le problème de François Hollande, c'est que lui, il s'en est vanté aux journalistes du Monde quand on fait un livre. Et comme il fallait le dessouder pour laisser la place à Emmanuel Macron, d'un œuf, on a fait un bœuf. Mais enfin, il a simplement raconté quel était l'exercice du pouvoir dans la Ve République. Et en fait, plus les présidents sont dépourvus de pouvoir réel, puisque le pouvoir réel va être le pouvoir bancaire ou le pouvoir au niveau de l'Union européenne, plus ils vont être dépourvus du pouvoir réel, plus ils vont surinvestir ce pouvoir de la violence. Et en fait, et surtout qu'en plus, c'est des gens qui ont jamais été confrontés à la violence réelle. Enfin, il suffit de voir François Hollande, il suffit de voir Emmanuel Macron, et plus ils vont être terrorisés, parce que en fait, les Macrons sont terrorisés. Il faut savoir, j'ai des témoignages où, en fait, par exemple, Jérôme Rodriguez, un des leaders des Gilets jaunes, terrorisait les Macrons. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont vraiment terrorisés. Ben, ça a été l'anecdote qui avait été racontée il me semble que c'était l'acte 2 ou l'acte 3 des Gilets jaunes où ils étaient réfugiés dans le PC Jupiter. Donc, ils étaient réfugiés dans un bunker. Donc, non, ils sont vraiment terrorisés. Ce sont des gens qui sont terrorisés et donc ils surinvestissent. Et donc, ils surinvestissent cette violence et la surutilisation de ce qu'on va appeler l'émission homo clandestine. Voilà. Donc là, c'est pareil sur le communiqué de Candace Owens. Il faut quand même pas faire semblant de pas comprendre ce qu'elle raconte. Elle dit, elle parle de la Légion et du GIGN. Bon, ça veut dire que des contracteurs issus de la Légion ou du GIGN. Hein, c'est évidemment raccourci. Je rappelle, et puis les gens qui sont au GIGN et à la Légion sont pas forcément des enfants de cœur. Enfin, c'est une banalité de le dire. Il me semble qu'un des spécialistes, un des cadres du GIGN qui a été recruté par David de Rothschild, donc qui est devenu son garde du corps personnel, et son nom est apparu dans l'affaire Assu 2000, qui était un assureur parisien qui était pris dans une histoire de chantage de sextape pédophile et qui devait aller récupérer auprès des gamines des sextapes pédophiles et qui avait fait appel au garde du corps de David de Rothschild qui était issu du GIGN. Donc, on va pas faire semblant de pas comprendre ce qui est raconté. Évidemment, il n'y a pas eu le GIGN qui s'est retrouvé avec la Légion à Ballard au milieu d'une réunion du Club des 100 pour dire ah ben on va aller dézinguer Candace Owens après avoir dézingué Charlie Kirk. Enfin, faut quand même pas être de mauvaise foi intégralement et pas faire semblant de pas comprendre ce qui est dit sans aussi comprendre si on est comment on appelle ça, un observateur extérieur, de comprendre qu'on est aussi dans une guerre de l'information. Hein, qu'il y a du vrai, qu'il y a du faux, et d'ailleurs que c'est signifié par Flynn quand il nous dit « Ah, il y a du vrai là-dedans ». Donc en fait, ça veut dire il y a du vrai, il y a du faux. Et moi, la source française, c'est un truc que je n'y crois absolument pas. Voilà, bon, peut-être qu'il y a une source française, mais si j'étais un acteur extérieur, je dirais bon, les Américains n'ont pas besoin de sources françaises. Hein, on sait que la NSA espionne la présidence de la République. On sait que Macron utilise Telegram. On sait qu'il communique avec sa boîte Gmail de son téléphone, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'informateurs pour savoir ce qui se passe dans la présidence de la République française. Donc voilà. Je tiens à mettre ces choses-là, à mettre les points sur les i sur des éléments qui me paraissent évidents, mais sur lesquels je le vois très attaqué sur les réseaux sociaux. Souvent, bon, par des gens, des individus qui sont mus par une mauvaise foi et qui des fois me semblent finir par croire à leurs propres mensonges, parce que une mauvaise foi à ce niveau-là, c'est même inquiétant. Donc c'est effectivement ce que dit Andevelde. On est dans une guerre bien plus large qui prend ponctuellement. Qui ponctuellement investit le champ informationnel, ponctuellement investit les réseaux sociaux, avec effectivement une dérive des Macron. Hein, donc pourquoi nier la dérive des Macron, puisque tous les épisodes précédents ont été vérifiés et sont aujourd'hui sourcés soit par le Financial Times, soit par Le Monde.
Donc voilà. Donc soit toute la Terre entière est devenue folle, c'est-à-dire Pavel Durov est devenu fou, Mike Flynn est devenu fou, Candace Owens est devenu fou, Tucker Carlson qui soutient Candace Owens est devenu fou aussi. Et puis c'est sûr que Trump n'a aucun lien avec Tucker Carlson, ni avec Candace Owens, ni avec personne en fait. Et d'ailleurs, même Tucker Carlson, on peut se demander, quand on apprend que Candace Owens est poursuivie aux États-Unis par les Macron, Tucker Carlson lui consacre son show au milieu de l'été. D'ailleurs, ça va absolument cartonner. Je rappelle que Tucker Carlson est le journaliste américain qui interviewe Vladimir Poutine. Et qu'est-ce que lui dit Vladimir Poutine, qui est le seul journaliste occidental à pouvoir interviewer Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine, goguenard, lui rappelle son concours pour entrer à la CIA. Donc en fait, tout est sous nos yeux. Il suffit juste c'est même pas, il y a même pas de capillotracté. Il suffit juste de regarder ce qui se passe. Hein, c'est comment on appelle ça, c'est le même du popcorn. Donc il y a même pas à se rendre malade. Voilà, de toute façon, nous en France, nous ne sommes plus en situation de pouvoir peser sur les événements. Malheureusement, tout a été détruit. Hein, il y a des responsabilités des groupes, il y a des responsabilités individuelles, des responsabilités collectives. C'est tout ça pourrait faire l'objet d'une analyse. Mais en ce moment, personne n'est en mesure de pouvoir prétendre avoir un avis à donner sur la situation actuelle vue de France. C'est clair. Donc voilà, on en est là, comme dit l'expression, on en est là. Et donc Candace Owens va sûrement rebondir ce soir ou dans les jours à venir. Je suis pas particulièrement dans la confidence. On verra si des informations supplémentaires sont délivrées. Chacun sera juge de ces informations. Puis chacun est responsable de ce qu'il dit. C'est-à-dire que Candace Owens est responsable de ce qu'elle dit, Xavier Poussard est responsable de ce qu'elle dit. D'ailleurs, toute la plainte des Macron contre Candace Owens, puisqu'en fait, le livre Devenir Brigitte étant la base de la série, on était sur le principe de ce qu'on appelle le first source. Les deux piliers pour comprendre la procédure américaine, c'est le principe de first source. Ça veut dire qu'on ne peut pas attaquer quelqu'un aux États-Unis s'il reprend les informations ou les propos d'un autre. Donc en fait, sur Becoming Brigitte, je suis la first source, ça c'est le premier principe. Et ensuite, le principe d'actuelle malice, c'est si on sait que ce qu'on raconte est faux ou probablement faux. Voilà, donc c'est ces deux piliers. Il faut jamais sortir de ces deux choses-là. Et donc toute la procédure américaine a été montée pour justement dissocier le livre Becoming Brigitte, qui n'a pas été poursuivi pour diffamation et qui ne le sera pas, puisqu'on est arrivé au bout des 3 mois. Des propos de Candace Owens, et donc Candace Owens était carré. En plus, alors c'est pareil, Candace Owens serait devenue folle. Enfin, je veux dire, Candace Owens a fait appel à un des plus grands communicants américains qui s'appelle Mitchell Jackson, dont le portrait est paru cet été dans le New York Times. En fait, si vous voulez, donc quand elle tweet le 22 novembre, si vous voulez, vous avez qui elle est, qui est son époux, le niveau du couple au niveau social et informationnel. En plus, vous avez des équipes au niveau des avocats, au niveau des conseillers en communication qui sont au niveau de ce qu'ont les Macron. C'est-à-dire que quand moi je communique, je suis tout seul avec mon stylo et mon bout de papier, si vous voulez. J'ai pas fait un brainstorming avant pour savoir ce qu'on allait dire, ce qu'on allait raconter. J'ai pas des moyens, etc., etc. Moi, je fais mes petites enquêtes en source ouverte, etc. Donc, si vous voulez, on est complètement passé à un niveau supérieur avec effectivement cette fuite en avant des Macron qui, à mon avis, mais là c'est un élément d'analyse, annonce leur chute. Et je le redis, l'élément de comparaison, c'est Hitler dans son bunker dans le film. C'est ce qu'on dit. C'est ce que beaucoup disent, ouais. C'est ce que beaucoup disent, le Hitler dans son... Mais ce qui est fou, c'est le temps de cette affaire. C'est-à-dire que, normalement, lorsqu'on est sur des questions de rumeurs, ça dure 3 mois, 6 mois. C'est que ça fait des années aussi. Et ça, c'est un élément, à mon avis, à ajouter. Mais je pense que cette affaire est à l'intersection de beaucoup de choses.
Il y a des non-dits, c'est un ovni, c'est un ovni. Moi-même, je suis surpris. C'est-à-dire qu'au moment où je pose mes questions, il y a cette garde à vue de Natacha Ray que je couvre en relayant sa thèse. Je me dis bon, on va voir. Et puis Ouais. les réactions sont très bizarres. C'est-à-dire mon webmaster qui est placé sous contrôle judiciaire, etc. Enfin, on voit des tas de choses bizarres se produire, mais pas de réponse. Puis quand il y a la vidéo sur de Natacha Ray et d'Amandine Roy, on se dit bon bah on va être fixé dans les 48 heures, et puis au lieu de ça, Brigitte Macron va sur RTL, se mêle les pinceaux, c'est-à-dire au début j'ai regardé ça d'un peu loin, etc. Enfin, ça devient une énorme blague sur les réseaux sociaux. Ensuite, une journaliste du Nouvel Observateur arrive, donc moi à ce moment-là j'ai couvert le débunkage, j'ai relayé le débunkage, j'avais relayé la thèse de Natacha Ray, puis ensuite j'avais relayé le débunkage, qui était l'idée qu'il y avait un petit gros, que vraiment il y avait rien à voir, et à chaque fois qu'on posait une question, on nous répondait c'est un petit gros. Bon, ok. Donc moi j'avais relayé ça. Et puis arrive dans le dossier une journaliste mainstream du Nouvel Observateur qui est là pour écrire que c'est une fake news, qui s'appelle Emmanuelle Anison, et qui va s'intéresser, regarder, etc. et qui va trouver des éléments qui sont encore plus bizarres et qu'elle raconte dans son livre. C'est pas compliqué, j'invite les gens à lire le livre, mon livre, le livre d'Emmanuelle Anison et la plainte des Macron. Qui est aussi un document, puisqu'en fait c'est la réponse des Macron. C'est la réponse des Macron, la plainte des Macron contre Candace Owens, qui est accessible libre sur Internet. Donc vous lisez ces 3 documents, Becoming Brigitte, etc. Vous vous faites une idée du dossier en 4 heures, et ce dossier n'a pas fini, puisqu'en fait, visiblement, des puissances ont décidé que c'est sur ce dossier-là, alors que ce dossier pouvait être utilisé d'abord pour miner la présidence, le mandat à la présidence de la République française, et pourquoi pas, au moment venu, la faire tomber. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre à jour. Et d'ailleurs, quand on écoute l'échange entre Aude Lancelin et Marc Andevelde, alors que ce sont des journalistes qui n'en parlent absolument jamais, parce qu'officiellement ça n'existe pas en France. Mais de temps en temps, quand vous avez un intervenant, vous comprenez qu'il a en fait suivi le dossier dans ses moindres détails. Donc en fait, tout est déjà prêt pour une sorte en fait, c'est comme une digue, quoi. C'est-à-dire comment, à un moment donné, la digue saute, et on voit de toute façon que, par exemple, le sujet Brigitte Macron était largement interdit dans les médias. C'est-à-dire qu'en 2021, d'abord en 2021, quand je disais, mais vous savez, ils sont pas connus. Quand ils sont connus, Emmanuel Macron n'a pas 17, mais il avait 14. Les gens me regardaient comme si j'étais un dingue. Donc déjà, sur ces fronts-là, on a quand même beaucoup avancé. Hein. C'est quand même une guerre d'attrition. Je vois aussi qu'à chaque étape cruciale du dossier, en tout cas depuis un an, on est en parallèle des négociations sur l'Ukraine. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un parallélisme entre les phases de médiatisation du dossier et les négociations sur l'Ukraine, mais qui sont sourcées. Hein. C'est-à-dire, Le Monde dit bien, c'est dans le cadre des négociations sur l'Ukraine que Macron demande à ce qu'on arrête de parler de Becoming Brigitte. Et là, on voit la bombe lâchée par Candace Owens parallèlement à des avancées significatives dans les négociations sur l'Ukraine, et parallèlement à la chute de facto, puisque Zelensky va arriver seul en fait aux négociations, et c'est un acteur. Donc s'il n'y a plus de script, c'est un acteur sans script. Hein, il va arriver seul aux négociations. Donc et d'ailleurs il doit venir, il doit être aujourd'hui à Paris, il me semble. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut voir. Donc c'est un peu pénible. Le côté français un avis c'est comme un trou du cul, quoi. Tout le monde en a un. C'est un peu pénible. Alors que bon, il y a juste à observer des événements internationaux, et ce qui peut apparaître comme une tentative de destruction ou d'accélération de l'agenda politique en France, à la faveur, effectivement, d'une accélération de l'agenda politique international, notamment sur la grosse crise qui est la guerre en Ukraine. Voilà. Ouais. J'espère avoir été complet. Complet, absolument, mon cher Xavier. Peut-être pour terminer, un mot sur le livre de Lionel Labosse, dont tu as fait l'avant-propos. Elle est menteur, mon cher Watson, précis de Brigittologie, aux éditions Ethos. Oui, alors pourquoi Lionel Labosse? Alors Lionel Labosse
a un blog sur l'altersexualité et il est le premier à avoir fait une recension de l'enquête, de la première mouture de l'enquête, qui était en fait la première phase, c'est-à-dire le relais. Natacha a une thèse, elle est placée en garde à vue pour avoir exprimé cette thèse à un membre par alliance de la famille de Brigitte Macron, et par ailleurs, rien ne va dans la biographie de Brigitte Macron. C'est-à-dire, en fait, la première phase, septembre 2021. Et lui fait le premier écho qui va être relayé sur le site Profession Gendarme en disant bien, voilà, il y a telle anomalie, telle anomalie, telle anomalie. Cette fille, elle a cette thèse où bon, tout n'est pas parfait, mais elle l'a exposée et elle s'est retrouvée en garde à vue. Donc c'est le premier à avoir fait un écho. Et ensuite, il a couvert sur son blog, sur le mode humoristique, l'affaire depuis lors, avec effectivement la création de ce qu'il appelle les perruques jaunes, etc., ce qui est d'aller dans des manifestations ou des événements publics déguisés en Brigitte Macron. Donc en fait, c'est le côté humoristique, et d'ailleurs, c'est ce que supportent pas les Macron, c'est-à-dire qu'en fait, les Macron, pour arriver au pouvoir, pour conquérir Paris avec certaines complicités, pour la faire simple, se sont foutus de la gueule du monde. Et ce qu'ils n'ont pas supporté, c'est que le monde entier se foute de leur gueule. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un retournement. Voilà. Et dans sa démarche, Lionel Labosse s'est inscrit là-dedans. Alors c'est vrai que là, et lui, son angle, qui est l'angle, finalement, c'est parce que c'est important que l'affaire soit aussi sous l'angle humoristique. Quand je me rappelle d'un tweet de Zoé Sagan qui était la reprise de la chanson de Luz Casal pour le film d'Almodovar, Talon aiguille, qui est une chanson espagnole sur un travesti, quoi. Et il avait tweeté, la seule chose qui est beau chez les Macron, c'est précisément ce qu'ils ne peuvent pas assumer. Donc en fait, ça a toujours été important, ce côté au niveau français, en tout cas. D'ailleurs, c'est l'humoriste Naïm qui est excellent. Là-dessus, il y a des chansonniers, il y a des tas de gens sur Internet. On fait des tas de choses assez drôles, des humoristes, rire et chansons, etc. Donc en fait, il y a aussi un côté français qui est le côté chansonnier, potache, etc. Et Lionel Labosse est le visage de ce côté-là du dossier qui est un peu aujourd'hui éclipsé, je dirais, par le versant de la grosse artillerie américaine. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on est passé dans la grosse artillerie américaine depuis un an. Donc ce côté-là, et puis surtout la répression. C'est-à-dire qu'en fait, ce versant-là du dossier, qui était l'humour sur les réseaux sociaux, a été réprimé par le procès du cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rire. Voilà. Donc, mais une fois que, de toute façon, je renvoie encore à l'émission de Aude Lanstin et de Marc Andevel parce qu'elle est très significative. On voit très bien que là, une fois encore, l'affaire Brigitte est comparée au libelle de la France d'avant la Révolution française, et Ibel contre Marie-Antoinette et la sexualité du roi, etc. Donc on est en fait sur une vieille tradition française. C'est pour ça que ce dossier est très français dans sa façon dont il a été traité. Mon enquête est intégralement classique. D'ailleurs, c'est ce qui peut déstabiliser le public français dans ce que fait Candace Owen. C'est-à-dire qu'en fait, elle est beaucoup plus dans quelque chose d'américain, alors que nous, on est une nation d'ingénieurs. C'est-à-dire que c'est construit, c'est le classicisme. Moi, comment mon enquête est construite, c'est un classicisme. Il y a aucune, il y a rien qui déborde, quoi, etc. Il y a ce côté drôle, ce côté potache qu'a incarné Lionel Labosse. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'affaire est aujourd'hui aux États-Unis avec le côté chaud à l'américaine. Et aujourd'hui, l'affaire, elle est dans les colonnes d'Intelligence Online. Ce que je dis, Mike Flynn, Pavel Durov, Dan Nardello. Vous lisez les noms, les premiers liens qui tombent, c'est Intelligence Online. Donc vous êtes plus du tout, voilà. Donc son livre pour la suite, c'est vrai que pour l'instant, il est un peu à contretemps au niveau de sa sortie. Parce qu'en fait, c'est pas le tempo, mais pour la suite, ça restera. Au moins, ça a le mérite de laisser une trace et puis de raconter toute l'histoire de façon détaillée avec une couverture effectivement décalée
et drôle. Et en tout cas, je remercie Lionel Labosse pour son soutien depuis le début, pour être très drôle, parce qu'aussi il fait des communiqués aux députés à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai mes contacts à l'Assemblée nationale qui me transmettent le mail en me disant tiens, Lionel Labosse nous a encore écrit, donc il y a tous les députés dans la boucle, etc. Et les mails sont souvent assez drôles, ça fait marrer tout le monde à l'Assemblée. Enfin voilà, donc c'est aussi important on peut quand même encore un petit peu rigoler, quoi. Voilà. Tout à fait. Et je suis témoin du fait que Lionel Labosse est un brave camarade. Il est en soutien de tout le monde. C'est quelqu'un qui n'a pas de mauvaise langue, qui soutient vraiment sincèrement tous les brigitologues et tous ceux qui se sont penchés sur ce dossier sans exclusive. Et ça fait toujours plaisir, ce genre de personnalité, bien sûr. Tout à fait. C'est pas toujours le cas, malheureusement. Nicolas, voilà. On peut conclure là-dessus? Oui, on conclut là-dessus, Xavier. C'est super. Merci à toi. Eh ben, merci, et j'espère avoir été clair, malgré l'apparente complexité ou le côté qui peut paraître un peu fou de ce qui se passe. Voilà, j'espère quand même avoir été assez clair et avoir surtout donné des clés de compréhension et de comprendre. En fait, c'est comment analyser un fait d'actualité de cette nature, qui sont des faits d'actualité qui vont se reproduire avec, en fait, parce que les réseaux sociaux, c'est la fin des intermédiaires entre le public, entre l'information et le public. Il n'y a plus d'intermédiaires. Donc, en fait, c'est cette nouvelle donne qu'il faut intégrer. Donc, il faut juger la source et voir qui accrédite la source et comment. Et en fait, c'est toute cette vision à 360 degrés, cette vision en 3D qu'il faut avoir. Et c'est pas j'y crois pas. Parce que quand même, des fois, on voit les réactions, j'y crois pas. Et tout le monde s'en fout que tu crois pas, quoi. Je veux dire. Donc voilà, c'est sur ces points-là que je voulais communiquer, même si, bon, dans ma position, c'est pas une communication très facile à faire. Et puis, en plus, on est sur le volet américain donc de l'affaire, qui est aujourd'hui animé par Candace Owen et auquel, contrairement à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, je suis pour le coup là relativement étranger, et auquel la France est étrangère, si ce n'est que c'est sa présidence de la République qui est détestée par 89% des Français, qui est visée effectivement par des forces, des puissances extérieures. Tout à fait. Très bien. Eh ben, merci Xavier pour cette excellente séquence de la matinale de géopolitique profonde en ce 1er décembre. Excellente journée et puis alors à très bientôt, j'espère. À bientôt. Merci. Pour la suite.